Mais revenons à ce voyage. Tant que nous restâmes dans les eaux d'Europe, ça ne s'annonçait pas mal. Les passagers croupissaient répartis dans l'ombre des entreponts, dans les WC, aux fumoirs, par petits groupes soupçonneux et nasillards. Tout ça bien imbibé de picons et cancans du matin au soir. On en rotait, sommeillait et vociférait tour à tour, et semblait-il sans jamais regretter rien de l'Europe. Notre navire avait nom l'amiral Bragueton. Il ne devait tenir que sur ses eaux tièdes que grâce à sa peinture. Tant de couches accumulées par pelure avaient fini par lui constituer une sorte de seconde coque à l'amiral Bragueton, à la manière d'un oignon. Nous voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande, celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés au croisement de fleuves qui n'en finissent plus. Pour un paquet de lames pilettes, j'allais trafiquer avec eux des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des esclaves mineurs, c'était promis. La vie, quoi. Rien de commun avec cette Afrique décortiquée, des agences et des monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah non, nous allions nous la voir dans son jus, la vraie Afrique. Nous, les passagers boissonnants de l'amiral Bragueton. Mais dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. Irrésistiblement, certains matins au réveil, nous fûmes comme dominés par une ambiance d'étuve infiniment tiède, inquiétante. L'eau dans les verres, la mer, l'air, les draps, notre sueur, tout tiède, chaud. Désormais, impossible la nuit, le jour, d'avoir plus rien de frais sous la main, sous le derrière, dans la gorge, sauf la glace du bar avec le whisky. Alors un vil désespoir s'est abattu sur les passagers de l'amiral Bragueton, condamnés à ne plus s'éloigner du bar, envoûtés, rivés au ventilateur, soudés aux petits morceaux de glace, échangeant menaces après cartes et regrets en cadences incohérentes. Ça n'a pas traîné, dans cette stabilité désespérante de chaleur, tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. C'est depuis ce moment que nous vîmes, à fleur de peau, venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoquer, libérer, bien débrailler enfin, leur vraie nature, tout comme à la guerre. Étuve tropicale pour instinct, tels crapauds et vipères qui viennent enfin s'épanouir, au mois d'août, sur les flancs fissurés des prisons. Dans le froid d'Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne fait, hors les carnages, que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères. Mais leur pourriture envahit la surface dès que les émoustille la fièvre ignoble des tropiques. C'est alors qu'on se déboutonne éperdument et que la saloperie triomphe et nous recouvre entiers. C'est l'aveu biologique. Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, relâche un moment le rétau, on peut apercevoir des blancs, ce qu'on découvre du gai rivage une fois que la mer s'en retire. La vérité, mare lourdement puante, les crabes, la charogne et les troncs. Ainsi, le Portugal passé, tout le monde se mit sur le navire à se libérer les instincts avec rage, l'alcool aidant, et aussi ce sentiment d'agrément intime que procure une gratuité absolue de voyage, surtout aux militaires et fonctionnaires en activité. Se sentir nourri, couché, abreuvé pour rien pendant 4 semaines consécutives, qu'on y songe, c'est assez, n'est-ce pas, en soi, pour délirer d'économie. Moi, seul payant du voyage, je fus trouvé par conséquent, dès que cette particularité fut connue, singulièrement effronté, nettement insupportable. Si j'avais eu quelque expérience des milieux coloniaux au départ de Marseille, j'aurais été, compagnon indigne, à genoux, solliciter le pardon, la mansuétude de cet officier d'infanterie coloniale que je rencontrais partout, le plus élevé en grade, et m'humilier peut-être au surplus, pour plus de sécurité, aux pieds du fonctionnaire le plus ancien. Peut-être alors ces passagers fantastiques m'auraient-ils toléré au milieu d'eux sans dommage. Mais, ignorant, mon inconsciente prétention de respirer autour d'eux faillit bien me coûter la vie. On n'est jamais assez craintif. Grâce à certaines habiletés, je ne perdis que ce qu'il me restait d'amour-propre. Et voici comment les choses se passèrent. Quelque temps après les îles Canaries, j'appris d'un garçon de cabine qu'on s'accordait à me trouver poseur, voire insolent.
qu'on me soupçonnait de macrotage en même temps que de pédérastie, d'être même un peu cocaïnomane, mais cela à titre accessoire. Puis l'idée fit son chemin que je devais fuir la France devant les conséquences de certains forfaits parmi les plus graves. Je n'étais cependant qu'au début de mes épreuves. C'est alors que j'appris l'usage imposé sur cette ligne de n'accepter qu'avec une extrême circonspection, d'ailleurs accompagnée de brimades, les passagers payants, c'est-à-dire ceux qui ne jouissaient ni de la gratuité militaire, ni des arrangements bureaucratiques, les colonies françaises appartenant en propre, on le sait, à la noblesse des annuaires. Il n'existe après tout que bien peu de raisons valables pour un civil inconnu de s'aventurer de ses côtés. Espion, suspect, on trouve à 1000 raisons pour me toiser de travers, les officiers dans le blanc des yeux, les femmes en souriant, d'une manière entendue. Bientôt, les domestiques eux-mêmes, encouragés, échangèrent derrière mon dos des remarques lourdement caustiques. On en vint à ne plus douter que c'était bien moi le plus grand et le plus insupportable mufle du bord, et pour ainsi dire le seul. Voilà qui promettait. Je voisinais, à table, avec 4 agents des postes du Gabon, hépatiques, édentés. Familiers et cordiaux dans le début de la traversée, ils ne m'adressèrent ensuite plus un traître mot. C'est-à-dire que je fus placé d'un tacite accord au régime de la surveillance commune. Je ne sortais plus de ma cabine qu'avec d'infinies précautions. L'air tellement cuit nous pesait sur la peau à la manière d'un solide. À poil, verrou tiré, je ne bougeais plus, et j'essayais d'imaginer quel plan les diaboliques passagers avaient pu concevoir pour me perdre. Je ne connaissais personne à bord, et cependant chacun semblait me reconnaître. Mon signalement devait être devenu précis, instantané dans leur esprit, comme celui du criminel célèbre qu'on publie dans les journaux. Je tenais sans le vouloir le rôle de l'indispensable, infâme et répugnant saligo, honte du genre humain qu'on signale partout au long des siècles, dont tout le monde a entendu parler, ainsi que du diable et du bon Dieu, mais qui demeure toujours si divers, si fuyant, quand, à terre et dans la vie, insaisissable en somme. Il avait fallu, pour l'isoler enfin, le saligo, l'identifier, le tenir, les circonstances exceptionnelles qu'on ne rencontrait que sur ce bord étroit. Une véritable réjouissance générale et morale s'annonçait à mort de l'amiral Bragueton. L'immonde n'échapperait pas à son sort. C'était moi. À lui seul, cet événement valait tout le voyage. Reclus parmi ses ennemis spontanés, je tâchais tant bien que mal de les identifier sans qu'ils s'en aperçussent. Pour y parvenir, je les épiais impunément, le matin surtout, par le hublot de ma cabine. Avant le petit déjeuner, prenant le frais, poilu du pubis aux sourcils et du rectum à la plante des pieds, en pyjama, transparent au soleil, vautré le long du bastingage, le verre en main, il venait rôter là mes ennemis et menaçait déjà de vomir alentour. Surtout le capitaine, aux yeux saillants et injectés, que son foie travaillait ferme dès l'aurore. Régulièrement, au réveil, il s'enquérait de mes nouvelles auprès des autres lurons. Si l'on ne m'avait pas encore balancé par-dessus bord, qu'il demandait, comme un glavio. Pour faire image, en même temps, il crachait dans la mer mousseuse. Quelle rigolade! L'amiral n'avançait guère, il se traînait plutôt, en ronronnant d'un roulis vers l'autre. Ce n'était plus un voyage, c'était une espèce de maladie. Les membres de ce concile matinal, à les examiner de mon coin, me semblaient tous assez profondément malades, paludéens, alcooliques, syphilitiques sans doute. Leur déchéance visible à 10 mètres me consolait un peu de mes tracas personnels. Après tout, c'étaient des vaincus tout de même, que moi, c'est matamor. Ils crânaient encore, voilà tout. Seule différence, les moustiques s'étaient déjà chargés de les sucer et de leur distiller à pleine veine ces poisons qui ne s'en vont plus. Le tréponème, à l'heure qu'il était, leur limaillait déjà les artères. L'alcool leur bouffait les foies. Le soleil leur fendillait les rognons. Les morpions leur collaient au poil et l'eczéma à la peau du ventre. La lumière grésillante finirait bien par leur roustiller la rétine. Dans pas longtemps, que leur resterait-il? Un bout du cerveau? Pour en faire quoi avec, je vous le demande? Là où ils allaient? Pour se suicider? Ça ne pouvait leur servir qu'à ça, un cerveau là où ils allaient.
On a beau dire, c'est pas drôle de vieillir dans les pays où il n'y a pas de distraction. On est forcé de se regarder dans la glace, dont le teint verdit, devenir de plus en plus déchu, de plus en plus moche. On va vite à pourrir dans les verdures, surtout quand il fait chaud atrocement. Le Nord, au moins, ça vous conserve les viandes. Et sont pâles une fois pour toutes, les gens du Nord. Entre un Suédois mort et un jeune homme qui a mal dormi, peu de différence. Mais le colonial, il est déjà tout rempli d'asticots, un jour après son débarquement. Et n'attendait que ces infiniment laborieuses vermicelles, et ne les lâcherait plus que bien au-delà de leur vie. Sac à larves. Nous en avions encore pour 8 jours de mer avant de faire escale devant la Bragamance, première terre promise. J'avais le sentiment de demeurer dans une boîte d'explosifs. Je ne mangeais presque plus pour éviter de me rendre à leur table et de traverser leurs entrepôts en plein jour. Je ne disais plus un mot. Jamais on ne me voyait en promenade. Il était difficile d'être aussi peu que moi sur le navire, tout en y demeurant. Mon garçon de cabine, un père de famille, voulut bien me confier que les brillants officiers de la coloniale avaient fait le serment verre en main de me gifler à la première occasion et de me balancer par-dessus bord ensuite. Quand je lui demandais pourquoi, il n'en savait rien, et il me demandait à son tour ce que j'avais bien pu faire pour en arriver là. Nous en demeurions à ce doute. Ça pouvait durer longtemps. J'avais une sale gueule, voilà tout. Les officiers de la coloniale, bien tassés d'apéritif en apéritif autour de la table du commandant, les receveurs buralistes, les institutrices congolaises surtout, dont l'amiral Bracton emportait tout un choix, avaient fini, de suppositions malveillantes en déductions diffamatoires, par me magnifier jusqu'à l'infernale importance. La mer nous enfermait dans ce cirque boulonné. Les machinistes eux-mêmes étaient au courant. En somme, il ne nous restait plus que 3 journées avant l'escale, journée décisive. Plusieurs toreros s'offrirent. Et plus je fuyais l'esclandre, et plus on devenait agressif, imminent à mon égard. Ils se faisaient déjà la main, les sacrificateurs. On me coinça ainsi entre 2 cabines, au revers d'une courtine. Je m'échappais de justesse, mais il me devenait franchement périlleux de me rendre au cabinet. Quand nous n'eûmes donc plus que ces 3 jours de mer devant nous, j'en profitais pour définitivement renoncer à tous mes besoins naturels. Les hublots me suffisaient. Autour de moi, tout était accablant de haine et d'ennui. Il faut dire aussi qu'il est incroyable, cet ennui du bord, cosmique, pour parler franchement. Il recouvre la mer et le bateau et les cieux. Les gens solides en deviendraient bizarres, à plus forte raison ces abrutis chimériques. Un sacrifice. J'allais y passer. Les choses se précisèrent un soir après le dîner, où je m'étais quand même rendu, tracassé par la faim. J'avais gardé le nez au-dessus de mon assiette, n'osant même pas sortir mon mouchoir de ma poche pour m'éponger. Nul ne fut à bouffer jamais plus discret que moi. Des machines vous montaient, assis sous le derrière, une vibration incessante et menue. Mes voisins de table devaient être au courant de ce qu'on avait décidé à mon égard, car ils se mirent, à ma surprise, à me parler librement et complaisamment de duels et d'estocades, à me poser des questions. À ce moment aussi, l'institutrice du Congo, celle qui avait l'haleine si forte, se dirigea vers le salon. J'eus le temps de remarquer qu'elle portait une robe en anguille pure, de grand apparat, et se rendait au piano avec une sorte de hâte crispée, pour jouer, si l'on peut dire, certains airs dont elle escamotait toutes les finales. L'ambiance devint intensément nerveuse et furtive. Je ne fis qu'un bond pour aller me réfugier dans ma cabine. Je l'avais presque atteinte quand un des capitaines de la coloniale, le plus bombé, le plus musclé de tous, me barra net le chemin, sans violence, mais fermement. « Montons sur le pont », m'enjoignit-il. Nous y fûmes en quelques pas. Pour la circonstance, il portait son képi le mieux doré. Il s'était boutonné entièrement du col à la braguette, ce qu'il n'avait pas fait depuis notre départ. Nous étions donc en pleine cérémonie dramatique. Je n'en menais pas large, le cœur battant à hauteur du nombril. Ce préambule, cette impeccabilité anormale, me firent présager une exécution lente et douloureuse. Cet homme me faisait l'effet d'un morceau de la guerre qu'on aurait remis brusquement devant ma route. Entêté, coincé, assassin. Derrière lui, me bouclant la porte d'un entrepont, se dressaient en même temps 4 officiers subalternes, attentifs à l'extrême, escorte de la fatalité. Donc, plus moyen de fuir. Cette interpellation avait dû être minutieusement réglée.
Monsieur, vous avez devant vous le capitaine Frémison des troupes coloniales. Au nom de mes camarades et des passagers de ce bateau justement indignés par votre inqualifiable conduite, j'ai l'honneur de vous demander raison. Certains propos que vous avez tenus à notre sujet depuis votre départ de Marseille sont inacceptables. Voici le moment, monsieur, d'articuler bien haut vos griefs, de proclamer ce que vous racontez honteusement tout bas depuis 21 jours, de nous dire enfin ce que vous pensez. Je ressentis en entendant ces mots un immense soulagement. J'avais redouté quelque mise à mort imparable, mais il m'offrait, puisqu'il parlait, le capitaine, une manière de leur échapper. Je me ruai vers cette aubaine. Toute possibilité de lâcheté devient une magnifique espérance à qui s'y connaît. C'est mon avis. Il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l'étripade, ni perdre son temps non plus à rechercher les raisons d'une persécution dont on est l'objet. Y échapper suffit aux sages. Capitaine, lui répondis-je avec toute la voix convaincue dont j'étais capable dans le moment, quelle extraordinaire erreur vous alliez commettre. Vous, moi, comment me prêter à moi les sentiments d'une semblable perfidie? C'est trop d'injustice en vérité. J'en ferais, capitaine, une maladie. Comment, moi, hier encore défenseur de notre chère patrie, moi dont le sang s'est mêlé au vôtre pendant des années, au cours d'inoubliables batailles, de quelle injustice alliez-vous m'accabler, capitaine? Puis, m'adressant au groupe entier, de quelle abominable médisance, messieurs, êtes-vous devenus les victimes? Allez jusqu'à penser que moi, votre frère en somme, je m'entêtais à répandre d'immenses calomnies sur le compte d'héroïques officiers. C'est trop, vraiment, c'est trop. Et cela au moment même où ils s'apprêtent, ces braves, ces incomparables braves, à reprendre avec quel courage la garde sacrée de notre immortel empire colonial, poursuivis-je, là où les plus magnifiques soldats de notre race se sont couverts d'une gloire éternelle, les Mangins, les Faidherbe, les Gallieni. Ah, capitaine, moi, ça. Je me tins en suspens. J'espérais être émouvant. Bien heureusement, je le fus un petit instant. S'entraîner alors, profitant de cet armistice de bafouillage, j'allai droit à lui et lui serrai les deux mains dans une étreinte d'émotion. J'étais un peu tranquille, ayant ses mains enfermées dans les miennes. Tout en les lui tenant, je continuai à m'expliquer avec volubilité, et tout en lui donnant 1000 fois raison, je l'assurais que tout était à reprendre entre nous, et par le bon bout cette fois, que ma naturelle et stupide timidité seule se trouvait à l'origine de cette fantastique méprise, que ma conduite, certes, aurait pu être interprétée comme un inconcevable dédain par ce groupe de passagers et de passagères, héros et charmeurs mélangés, providentielle réunion de grands caractères et de talents, sans oublier les dames, incomparables musiciennes, ces ornements du bord. Tout en faisant largement amende honorable, je sollicitais pour conclure qu'on m'admisse sans y surseoir et sans restriction aucune au sein de leur joyeux groupe patriotique et fraternel, où je tenais dès ce moment et pour toujours à faire très aimable figure. Sans lui lâcher les mains, bien entendu, je redoublais d'éloquence. Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on lui parle, il est forcé, pour essayer de vous comprendre, de se résoudre à des efforts accablants. Le capitaine Frémison ne me tuait pas, il n'était pas en train de boire non plus, il ne faisait rien avec ses mains ni avec ses pieds, il essayait seulement de penser. C'était énormément trop pour lui. Au fond, je le tenais par la tête. Graduellement, pendant que durait cette épreuve d'humiliation, je sentais mon amour-propre, déjà prêt à me quitter, s'estomper encore davantage, et puis me lâcher, m'abandonner tout à fait, pour ainsi dire, officiellement. On a beau dire, c'est un moment bien agréable. Depuis cet incident, je suis devenu pour toujours infiniment libre et léger, moralement s'entend. C'est peut-être de la peur qu'on a le plus souvent besoin pour se tirer d'affaire dans la vie. Je n'ai jamais voulu, quant à moi, d'autres armes depuis ce jour, ou d'autres vertus. Les camarades du militaire indécis, à présent, eux aussi venus là exprès pour éponger mon sang et jouer aux osselets avec mes dents éparpillées, devaient, pour tout triomphe, se contenter d'attraper des mots dans l'air.
Les civils accourus, frémissant à l'annonce d'une mise à mort, arboraient de sales figures. Comme je ne savais pas au juste ce que je racontais, sauf à demeurer à toute force dans la note lyrique, tout en tenant les mains du capitaine, je fixais un point idéal dans le brouillard moelleux à travers lequel l'amiral Bragueton avançait en soufflant et crachant d'un coup d'hélice à l'autre. Enfin, je me risquais, pour terminer, à faire tournoyer un de mes bras au-dessus de ma tête, et lâchant une main du capitaine, une seule, je me lançai dans la péroraison. Entre braves, messieurs les officiers, ne doit-on pas toujours finir par s'entendre? Vive la France, alors! Nom de Dieu, vive la France! C'était le truc du sergent Branle d'Or. Il réussit encore dans ce cas-là. Ce fut le seul cas où la France me sauva la vie. Jusque-là, c'était plutôt le contraire. J'observais parmi les auditeurs un petit moment d'hésitation, mais tout de même, il est bien difficile à un officier, aussi mal disposé qu'il puisse être, de gifler un civil, publiquement, au moment où celui-ci crie si fortement que je venais de le faire. Vive la France! Cette hésitation me sauva.